16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, réalisateur et scénariste à l'origine de 18 films cultes, du coup de Sirocco au Grand Pardon à Pour Sacha, K comme les 5 doigts de la main jusqu'à 24 jours. Et ce dernier film, Alexandre Arcadi vient nous présenter cette œuvre, Le Petit Blond de la Casbah en salle aujourd'hui, une œuvre autobiographique qu'il a mis toute sa vie à réaliser. Un échange suivi de mon coup de cœur Elliot pour son single On en reste là en exclu sur Radio J puisqu'il est la voix de Chat Noir dans Miraculous. Il sera mon invité à 16h05, l'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et avec moi en plateau, Alexandre Arcadi, où j'ai envie de dire bonjour Antoine. Écoutez, Antoine, oui, pourquoi pas. Antoine, Alexandre, Abel, j'ai 4 prénoms avec 4 A, voilà. Et Arcadi, et 4 A en effet. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, Alexandre Arcadi, pour découvrir votre actualité, mais aussi pour découvrir, dans la mesure du possible, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et je crois que cela va être assez indiscutable aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. 3 mots, oh là là. Allez, sympa, contrairement à ce que certains puissent dire, sympathique plutôt, courageux, parce que j'ai jamais fait fi d'une quelconque autocensure, hein, ça c'est pas mon truc, hein, parce que il faut avoir du courage dans la vie et puis c'est normal et audacieux, voilà. Et audacieux. On va voir si ça colle avec votre personnalité ça, tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Arcadi, Alexandre, Antoine, Abel et Gris, plus connu sous le nom d'Alexandre Arcadi. Vous êtes né un 17 mars 1947 à Alger. Vous êtes l'aîné de 5 frères. Vous êtes le fils d'Alexandre Aigri, légionnaire d'origine hongroise, et de Drifa Hadjedj, juive d'Algérie. Et la réponse est dans votre film. Mais aujourd'hui, Alexandre Arcadi, avec le recul que nous avons sur la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu aux 7 rues du Lézard ? J'étais sûrement un enfant singulier, hein, pour ce qui me reste en mémoire. Singulier d'abord physiquement, parce que blond aux yeux bleus dans cette basse Casbah où tous les copains étaient plutôt noireaux, hein, comme on dit, et bronzés. Alors moi j'ai beaucoup souffert du soleil parce que chaque week-end on allait en vacances, pas en vacances, au bord de la mer. En vacances, on était tout le temps en vacances de toute façon, au bord de la mer, et chaque dimanche c'était les coups de soleil et il fallait attendre le dimanche suivant pour reprendre un autre coup de soleil. Voilà, donc cette singularité d'une peau plutôt blanche, des yeux un peu clairs, des cheveux clairs, ont fait que j'étais un petit peu à la fois un garçon qui se faisait remarquer, mais dans le bon sens, parce que j'étais plutôt gentil, j'étais plutôt intéressé. Je me suis souvenu même qu'à l'âge de 10 ans, j'ai pris conscience du temps qui passe. C'est incroyable ça, je m'en souviens parfaitement. Pour mes 10 ans, ce 17 mars, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Donc les journées qui n'en finissent pas, ben ça se finit quand même. Et puis l'aiguille d'une montre qui tourne ne tourne pas seulement pour indiquer l'heure, mais pour chasser aussi le temps. Voilà ce que je me disais à l'âge de mes 10 ans. La conscience. Et puis j'étais intéressé aussi aux choses de ce monde. Bizarrement, je me souviens dans ces années 57 de ce blocus américain autour de Cuba. Oui, c'est des choses qui me sont restées. Donc un intérêt pour ce qui se passait autour du monde, dans le monde, et puis une enfance à la fois turbulente, heureuse avec mes frères, mes 4 frères et moi, oui. À 8 ans, vous allez avoir je ne sais pas si on peut dire un électrochoc ou une révélation, vous me le direz, mais vous découvrez un film, Jeux interdits, grâce à votre voisine Josette. Et c'est une époque, je crois, où la guerre est déjà là, et on sent que, vous le dites dans ce film, vous aimez mieux le cinéma plus que la vie.
Écoutez, il m'est arrivé des choses magnifiques dans ces 13 premières années que je raconte dans ce film Le Petit Blond de la Casbah. D'abord, être né dans une famille aussi heureuse, aussi unie, dans un désarroi financier, certes, mais peu importe, on était riche de tout le reste, hein, du soleil, de la mer, de la solidarité. On était riche de cette solidarité et de se vivre ensemble. Mais j'ai eu également la chance d'avoir une jeune voisine qui m'a pratiquement tout appris. Elle s'appelle Josette, et je vous raconterai pourquoi dans quelques secondes. Elle s'appelle Josette. Saïda, elle était kabyle d'origine. Sa mère était une figure absolument étonnante dans cet immeuble. Elle était cartomancienne d'origine russe. Son père kabyle, chauffeur de taxi. Et Josette, qui avait quelques années de plus que moi, m'a tout appris. D'abord à marcher, sûrement à parler, à prononcer mes premiers mots, et m'a surtout pris par la main et m'a amené au cinéma pour la première fois. Et la première fois, j'ai découvert ce film Jeux interdits, qui a été pour moi une sorte de révélation absolument inouïe. J'ai vu ce que c'était la vie autrement, c'est-à-dire la vie fabriquée, quoi. Et pourtant, c'était un film de guerre, hein, et nous étions en pleine guerre. Mais j'ai été fasciné par ce film, et depuis lors, je n'ai eu de cesse que d'aller au cinéma, de voir des films. Vous savez qu'Alger était une ville de cinéma. Il y avait presque plus de salles à Alger qu'à Paris. Vous vous rendez compte? Je me souviens même d'une salle de cinéma qui était très étonnante. C'est-à-dire que comme il faisait chaud, qu'il n'y avait pas la climatisation, donc quand on allait au cinéma, le toit s'ouvrait et il y avait le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et on voyait un film. C'est magnifique. Donc le cinéma, j'ai considéré longtemps et je considère encore aujourd'hui, d'une certaine manière, que le cinéma, c'est quand même plus beau que la vie. Quel est le souvenir le plus fort que vous ayez en Algérie? Alors, on pourrait dire, ce sont des éléments, des souvenirs douloureux, de la guerre, un mort sous le balcon, des fusillades dans la rue, enfin des attentats. Non, moi, ce qui me reste, franchement, c'est le déménagement que nous avons fait. Nous habitions au 2e étage d'un immeuble du 7 rue du Lézard. C'était un 40 mètres carrés. Et grâce au propriétaire de l'immeuble qui a vu notre désarroi et notre promiscuité, etc., nous a proposé de prendre un appartement au 1er étage. Je me dis, imaginez quel changement du second au premier. Et avec ma grand-mère. Ma grand-mère Lisa Messaouda Hadjadj, qui ne parlait pas le français, qui ne parlait que l'arabe, une vraie juive berbère qui remontait à la nuit des temps, puisque il faut se rappeler que la communauté juive est en terre du Maghreb depuis avant les Romains, hein, donc c'est vraiment un lien très fort avec cette terre, habillée de façon traditionnelle. Elle parlait beaucoup avec les yeux, elle s'exprimait dans un langage très fleuri quand elle parlait en français avec quelques petites phrases comme ça. Et c'était ce déménagement. Elle pesait quand même 150 kilos et mesurait 1,50 m. Donc, pour moi, la guerre d'Algérie, c'est ce déménagement. On va en parler dans un instant parce que la personne qui porte le rôle de votre grand-mère, c'est assez extraordinaire. Je crois même qu'on va le faire maintenant. Vous avez fait un choix, un vrai choix, un parti pris artistique qui est de mettre un homme en femme dans le rôle de votre grand-mère. Et c'est Jean Benguigui. C'est magistral. Écoutez, c'est venu d'une recherche, d'abord parce que en écrivant le scénario, évidemment, je l'ai donné à beaucoup d'acteurs et d'actrices qui m'ont dit oui tout de suite. Ma mère, Marie Gillin pour jouer ma mère, Christian Berkel, cet acteur allemand qui est exceptionnel, que ce soit Danny Briand pour jouer mon oncle Coco. Vous savez, Coco, c'était un personnage assez étonnant. Il portait des chaussures bicolores, il avait le cheveu gominé. Et quand j'interrogeais ma mère sur ses allées-venues entre Marseille et Alger, et elle me répond, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait, Coco, dans la vie? Il se débrouille. Tu parles, il se débrouille. Il était proxénète, donc c'était un personnage assez romanesque. J'ai parlé de cette cartomancienne, j'ai parlé de mon oncle Jacob, interprété par Pascal Elbé, qui était un espèce d'ingénieur un peu fou, un peu farfelu, qui inventait des choses inouïes, qui a été mon parrain, hein, qui m'a amené à la synagogue et tout. Enfin bon, vraiment, c'était un personnage très important. Arrive le moment où il fallait distribuer le personnage de Lisa. Qui allait jouer ma grand-mère?
Alors, une actrice de corpulence, on trouve. Mais moi, ce que j'ai cherché, c'est quelqu'un qui puisse, dans le regard, dans la gestuelle, dans le sourire. Quelle longue vie! Mais c'est incroyable. Je parle de Jean Benguigui et il m'appelle au téléphone. Quelle longue vie! Vous voulez lui répondre, je vais lui Alexandre répondre. Arcadi? Je vais lui répondre. Allô Jean? Je parle de toi à la radio en direct et l'animatrice qui est en face de moi me dit répondez-lui. Parce que j'étais en train de parler de toi, mais tu as une très très longue vie. S'il accepte de mettre un haut-parleur pour nous faire un bisou, on l'embrassera aussi très fort. Que tu puisses faire un bisou aux auditeurs qui nous écoutent. Voilà, c'est Radio J. Ah ben j'y vais le 23. Avec Frédéric Aziza, en effet, il est son invité. C'est donc Jean Benguigui. J'étais en train d'expliquer comment j'étais arrivé à te proposer le rôle dont on a dit le plus grand bien d'une maison. Et tu as et vous êtes formidable. À ce moment-là, c'est incroyable. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Écoute, on se rappelle tout à l'heure, alors j'ai des trucs à te dire. Tu embrasses bien la demoiselle qui est en face de toi. Et je vous embrasse aussi, Jean Benguigui. Au plaisir de vous avoir bientôt dans cette émission. À très vite. Vous voyez comme quoi. Je me suis dit, bon, qui va pouvoir, sans les mots, avec le regard, avec les gestes, avec la gestuelle, avec certaines expressions, qui va pouvoir interpréter ce personnage qui était porteur de toute l'histoire de cette communauté. C'était très compliqué. Et puis, je me suis souvenu d'un spectacle avant Elie Kakou, avant Gad Elmaleh, avant Boujna, qui est dans le film. Qui est dans le film aussi, dans le docteur, dans le Monsieur Benaïm. Jean avait fait un spectacle où il interprétait, dans certains sketchs, sa mère et sa grand-mère, qui devaient mesurer pratiquement la même taille que lui. Et à un moment donné, dans un des sketchs qui m'est revenu, il était assis sur une chaise, sa veste sur les genoux, et il prenait un pan de la veste en secouant comme ça par le petit bout, en faisant « c'est comme j'ai chaud ». Et ce geste-là, c'était ma grand-mère qui portait une robe longue comme ça. Et je l'ai appelé, j'ai dit « Jean, je vais te faire une proposition absolument saugrenue, tu vas voir, c'est incroyable, dis-moi ce que tu en penses ». Il m'a dit « Oui, tout de suite, c'est une idée géniale, mais attention, je vais pas faire la cage aux folles ». J'ai dit « surtout pas ». Et il interprète ce personnage de façon si incroyable. Je vais vous dire, il y a quelqu'un dans une salle, je crois que c'était à Toulouse, qui m'a dit « Monsieur Arcadi, pourquoi avoir choisi Jean Benguigui pour jouer votre grand-mère ? Mais avant de me répondre, sachez que ma grand-mère ressemble trait pour trait à Jean Benguigui. » J'ai dit, voilà, vous avez la réponse. Alexandre Arcadi, on va pas tout dire, mais dans votre film, vous avez une dizaine d'années à un moment donné et vous faites une méningite. Je sais de quoi je parle parce que je connais quelqu'un pour qui ça a été assez foudroyant. Vous êtes sauvé des eaux, la vie vous sauve. Et je crois aussi quelque part qu'elle a sauvé la vie à votre famille entière, cette méningite. Oh, je ne sais pas à ma famille entière, mais ce qui est clair, c'est que si mon père, qui avait fait 19 ans de Légion étrangère, qui venait de Hongrie, qui ressemblait tout à l'heure, je disais, à Yul Brynner, une voix forte, parce qu'il parlait fort comme les soldats, il avait été infirmier à la Légion. Et grâce à lui, il a décelé tout de suite que c'était plus grave que ce que ma mère pensait, et m'a transporté en pleine nuit à l'hôpital. Et je l'entends crier dans l'hôpital la nuit. Je l'entends encore crier un médecin. Je ne veux pas voir des infirmiers, je veux le médecin. Le médecin est arrivé et il lui a donné le diagnostic en disant mon fils a une méningite. Et c'est grâce à ça. Oui, sa volonté de caractère, ce pouvoir de décision, enfin presque militaire, qu'il a eu, j'ai pu être sauvé, voilà. Et c'est pour ça que je parle aujourd'hui grâce à lui. Alexandre Arcadi, ce film, Le Petit Blond de la Casbah, c'est avant tout, je crois, à mon sens, puisque chacun sa perception, l'histoire d'un enfant qui rêve alors qu'à l'époque ce n'est pas tout à fait permis. Vous savez, on a tous eu 13 ans, et c'est
pas innocent hein, que j'ai inscrit le film alors que le gamin, Léo Campion, qui interprète mon rôle, qui est remarquable, hein, entre parenthèses, il avait joué précédemment dans un film de Baratier qui s'appelait Le Temps des Secrets, il jouait Marcel Pagnol, quel beau cadeau quand même, jouer Marcel Pagnol, après jouer le petit blond de la Casbah. C'est pas innocent qu'à 13 ans que je choisisse cet âge-là, parce que c'est l'âge où on n'est plus un enfant, pas totalement encore un homme, et que dans sa tête, il y a un bouillonnement absolu où tout est possible, tout est permis on croit un avenir radieux, on imagine plein de choses. Voilà, c'est l'ébullition. Pour moi, c'est l'ébullition. C'est pour ça que j'étais en permanence chez ma voisine cartomancienne en disant « Alors, qu'est-ce que tu vois dans les cartes ?» Et elle n'osait jamais me le dire parce qu'elle me disait « Ouais, t'as trop de choses, les enfants, ils ont trop de choses dans leur tête. » Voilà, j'étais avide d'un avenir, de l'avenir que j'aurais, et je ne savais pas de quoi allait être fait cet avenir. Je ne pensais pas qu'on partirait aussi vite d'Algérie. Je pensais pas, hein, j'y croyais pas, parce que personne n'y croyait vraiment. On vivait dans une forme d'insouciance absolue. Les gens pensaient qu'ils étaient là pour toujours. C'était le plus beau pays du monde. Mais je savais que quelque chose allait se passer. Alexandre Arcadi, la guerre d'Algérie, vous l'avez dit à plusieurs reprises, elle est dans votre chair. On sent que quelque part cela vous a meurtri. On va y revenir parce que c'est aussi au centre de votre film dont je vais diffuser la bande-annonce dans un instant. Mais puisque ce n'est pas filmé, quand vous arrivez en 61, vers la fin de la guerre d'Algérie, vous vous exilez avec votre famille en métropole. Vous avez donc 13 ans, vous arrivez à la cité Balzac de Vitry-sur-Seine. Et j'ai très envie de savoir quelle vie vous avez menée avec vos parents et comment vous vous êtes ensemble construits après ce choc. Beaucoup de gens dans toutes les avant-premières que j'ai pu faire à travers la France me posent la même question en me disant « Et alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après ?» D'abord, je vais vous annoncer que je vais fort de cette interrogation, je vais écrire un livre pour raconter cette période. C'est une période très difficile, parce qu'il faut se souvenir que la communauté nationale ne nous attendait pas. Nous sommes arrivés en masse, désarmés, désappointés, comme n'importe quel exilé. La seule chose, c'est que c'était un exil de nationalité, hein. C'est-à-dire qu'on restait dans le même pays. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'Algérie, c'était la France. Hein. On parlait la même langue, donc ça, même si on avait un accent, hein. Il m'est arrivé quand même des anecdotes assez éprouvantes comme ça, d'être mis un petit peu sur le côté parce que j'avais l'accent pied-noir à cette époque-là. Donc j'ai pris plein de cours pour essayer de gommer cet accent. Ça a été très difficile. Donc une arrivée en France dans le désarroi, totalement démunis. Nous avons vécu pratiquement 8 mois dans une chambre d'hôtel à 7. Ensuite, on a eu cet appartement à Vitry, la cité Balzac, tristement célèbre malheureusement. Mais quand on y est arrivé, c'était magnifique. Hein, je veux dire, les immeubles neufs, une grande salle de bain, on n'a jamais eu ça. Enfin bon, on a découvert une sorte de luxe, même si c'était excentré. Et même si je voyais ma mère à la fenêtre de la cuisine, les yeux un petit peu dans le vague, regardant ce paysage gris. Je savais que cette Algérie lui manquait parce que elle n'avait même plus à quoi se rattacher, puisque quand nous avons quitté cette Algérie, quand on est monté sur le bateau, elle s'est tournée vers nous, elle nous a dit en pleurs, j'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. Donc elle avait laissé son passé, toute sa famille, toute notre famille dans ce tiroir. Et je m'entends lui dire, effectivement, à 13 ans, je te les ramènerai, maman. Donc il y a vraiment, avoir fait Le Coup de Sirocco comme premier film, c'était remplir une promesse donnée à sa maman. Donc un retour, une installation en France pas commode, difficile. Mes parents ont dû, et mon père qui était âgé a dû vraiment se battre pour pouvoir remonter la pente. Et moi, je suis resté que très peu de temps au fond en France, puisque j'ai milité dans un mouvement de jeunesse juive et j'ai quitté ma famille pour aller dans un kibboutz en Israël. Donc, vous voyez,
j'ai vécu une deuxième guerre, c'était la guerre des 6 jours. Donc, avoir 20 ans, avoir eu 2 guerres dans sa vie, ça marque quand même quelqu'un d'une manière assez forte. Vous allez commencer votre carrière, une carrière de comédien à 21 ans avant de vous lancer parallèlement dans la mise en scène au théâtre. Et puis très vite, l'appel de la caméra qui finalement a toujours été là avec des courts-métrages, des téléfilms, des émissions avant de vous lancer dans la production. À 32 ans, vous démarrez alors une carrière de cinéaste avec 18 films à votre actif aujourd'hui, dont le premier que vous venez d'évoquer, Le Coup de Sirocco, un film largement autobiographique que vous aviez écrit avec en parallèle quelqu'un qui avait écrit la même histoire que vous. Vous choisissez ce film qui raconte l'histoire d'une famille de pieds noirs rapatriés en métropole. C'est un film qui parle de votre histoire, mais que vous n'osiez pas vraiment vous approprier à l'époque, jusqu'au bout. Non, j'étais pas assez mûr, sûrement. Donc je me suis réfugié derrière des auteurs. Et Daniel Saint-Amand est arrivé avec son livre Le Coup de Sirocco. Je me suis retrouvé comme des milliers, j'allais dire des millions, puisque le film a été vu par beaucoup de gens. C'est le premier film sur ces Français d'Algérie. Vous savez, me revient en mémoire une anecdote c'était assez rigolo. C'est sur les Champs-Élysées, le premier samedi. Je pensais pas que le film allait avoir un succès comme ça. Même Roger Hanin m'avait écrit une lettre en me disant « Je suis content d'avoir fait ce film, mais personne ne viendra le voir. » Donc, il l'a refait aussi avec Le Grand Pardon. Et j'ai dit à Roger, je t'en supplie, le jour où tu aimeras un de mes films, ne me le dis pas. Hein. Et donc, sur ces Champs-Élysées, il y avait un nombre incalculable de gens qui faisaient la queue pour rentrer dans la salle. Et il y a un monsieur qui est venu me voir, qui m'a tiré par la manche en me disant Monsieur Arcadi, avec l'accent pied noir comme ça, c'est pas bien ce que vous faites. Je dis, oh là là, il aime pas le film, qu'est-ce qu'il va me dire là? C'est pas bien ce que vous faites. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment, qu'est-ce que vous avez fait? En 62, on nous a entassés sur les bateaux pour venir en France, et là, vous nous entassez dans les salles de cinéma. C'est pas bien. C'est cet humour que j'aime. L'histoire du voyage d'un enfant devenu grand qui a réalisé ses rêves, devenir cinéaste accompagné de votre jeune fils. Vous devez présenter un nouveau film qui retrace cette enfance en Algérie avec les souvenirs qui refont surface. Cet instant a vraiment existé. Bande-annonce. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. C'est le plus beau soleil du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil. Et mes copains. Rosoli, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Agege, vous êtes du Constantinois? J'ai eu peur que tu m'oublies. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça le cinéma, c'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Restez avec nous, on continue cette émission avec Alexandre Arcadi pour son dernier film Le Petit Blond de la Casbah en salle aujourd'hui. Dans un instant également, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs Christophe Barbier et Annabelle Guiraud pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Et on parle du film évidemment, à tout de suite. Après le rappel du titre. Que tout le ciel de l'Italie et canta de ta voix câline, mon petit bambino. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani de Belaïch. Bonjour à tous. L'armée israélienne poursuit son opération contre le Hamas dans l'hôpital de Shifa à Gaza. L'endroit est considéré par Israël et les États-Unis comme un site militaire stratégique de l'organisation terroriste. La Croix-Rouge et l'ONU se disent extrêmement inquiets de l'opération militaire de Tsahal dans l'hôpital gazaoui, le plus important de la bande. Environ 2300 personnes, selon les Nations Unies, se trouveraient à l'intérieur dans des conditions désastreuses, sans eau ni électricité.
De son côté, la France souhaite que soient épargnés les lieux de santé tels que les hôpitaux. Ce sont les termes du porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, qui a évoqué la situation à l'hôpital de Shifa suite au Conseil des ministres du jour. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou se sont entretenus hier soir et ont discuté longuement des efforts en cours pour faire advenir la libération des otages retenus par le Hamas. Les Qataris négocieraient d'ailleurs en ce moment un accord pour libérer une 50aine d'otages contre un cessez-le-feu de 3 jours à Gaza. Enfin, 112 personnes, des Français, leurs ayants droit et des agents de l'Institut français ont pu quitter la bande de Gaza et sont à présent en sécurité en France. C'est une annonce faite par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères français plus tôt dans la journée. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et puis on poursuit notre émission avec Alexandre Arcadi sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité Alexandre Arcadi pour ce film Le Petit Blond de la Casbah en salle. Aujourd'hui, ce film, Alexandre Arcadi, c'est l'adaptation de votre récit autobiographique éponyme publié en 2003, republié ces derniers jours avec, je crois, des chapitres assez inédits. Un chapitre, oui, très, très, très long au début pour expliquer pourquoi j'ai mis tant de temps à adapter et avec des photos assez marrantes parce que c'est une alternance d'acteurs et de personnages réels de ma famille. C'est assez joli. Vous avez mis 20 ans à réaliser ce film, mais j'ai envie de dire, pas 20 ans, mais peut-être toute une vie. Qu'est-ce que ça vous fait de boucler cette boucle aujourd'hui ? Oh, écoutez, j'ai mis du temps parce qu'il le fallait, il fallait un petit peu de recul. Et puis aussi, il faut vous dire aussi, la naissance de mes petits-enfants, je me suis dit, voilà, ils arrivent dans la vie. J'ai eu la chance d'être grand-père 3 fois en très peu de temps, en 3 mois, pendant le tournage. C'était assez extraordinaire. Je me dis, c'est une belle, c'est un beau moment de vie à leur montrer, à leur laisser pour la mémoire, pour savoir, pour connaître, pour appréhender quelle a été mon enfance, cette vie là-bas, qui n'existe plus. Ça, c'est le privilège des metteurs en scène, vous vous rendez compte. J'ai la chance de pouvoir recréer un monde qui n'existe plus. Des acteurs, des costumes, des décors, c'est incroyable, c'est un privilège magnifique, même si c'est vertigineux. Hein. Vous avez parlé de vos petits-enfants. J'ai une page avec vous là-dessus à faire dans un instant, donc on va y revenir. Mais vous l'avez dit, vous avez cette chance en tant que réalisateur de pouvoir repartir sur des traces, notamment à Alger, où ce n'est pas forcément facile de pouvoir aller quand on est juif. Vous avez commencé ce tournage à Tunis, vous êtes passé par Paris et par Alger. Qu'est-ce que cela vous a fait de retourner sur les pas de votre enfance en tournant ce film qui finalement est une promesse? Oui, j'avais déjà tourné là-bas mon pays, pas le coup de Sirocco, parce que les Algériens ne voulaient pas, donc je l'ai tourné en Tunisie. Là-bas mon pays, j'ai tourné une partie là-bas et l'autre partie au Maroc. Ce que le jour doit à la nuit, je l'ai tourné en Tunisie avec une toute petite partie en Algérie. Et là, une plus grande partie en Algérie. J'ai tourné 15 jours et les intérieurs, je les ai fait à Tunis. Voilà. Oh, c'est pas facile, hein. Aujourd'hui,
À mon avis, je n'irai pas, mais à ce moment-là, bon, voilà, les choses se sont passées. Parce que d'abord, j'ai entretenu avec l'Algérie des rapports depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis les années 70, je retourne en Algérie en permanence, donc je connaissais ce pays, j'ai fait ce film là-bas, mon pays, pour parler de ces Algériens meurtris par une guerre civile à cette époque-là, une guerre avec les islamistes les plus sanguinaires, qui ressemblaient comme de gouttes d'eau à ceux du Hamas, hein, c'était ça, la guerre en Algérie, 300 000 morts, donc j'ai porté témoignage. Ça, les Algériens m'en sont reconnaissants. Et quand j'ai fait Ce que le jour doit à la nuit, sachez que en Algérie, le film a été téléchargé 5 millions de fois. Et beaucoup d'Algériens, de Franco-Algériens me disent « Merci d'avoir fait ce film, vous nous avez rendu une page de notre histoire qu'on ne connaissait pas. » Vous vous rendez compte, on l'a effacé du logiciel, cette période de la cohabitation et de la fraternité, au fond, parce qu'on vivait ensemble sans l'ombre d'un problème. Alexandre Arcadi, justement, l'actualité aujourd'hui nous sert ou nous dessert, je ne sais pas. Mais pour parler de votre film, j'ai envie quand même d'avoir un relief entre ce que vous avez vécu, là où vous avez grandi, la guerre de 6 jours que vous avez vécue, le sioniste que vous êtes ou que vous avez été, je ne sais pas. Quel regard vous avez sur tout cela aujourd'hui ? Vous savez, mes racines sont algériennes, hein, je suis enraciné dans cette terre africaine. Mon cœur et mon esprit, je suis français parce que jusqu'au bout des doigts, hein, c'est mon pays. Et puis, comment dire, mon amour est pour Israël. Donc, j'ai jamais eu de problème avec cette triple vision des choses, ni en Israël, ni en Algérie, et bien sûr, ni en France, jusqu'à il y a quelque temps. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le sectarisme l'emporte d'une façon assez incroyable. Pour rien vous cacher, il y a énormément d'exploitants indépendants qui ouvertement ont refusé de programmer le film. Vous voyez, on en arrive là en France en ce moment, hein. C'est-à-dire que vous nous dites qu'aujourd'hui, il y a des salles de cinéma qui vous ferment la porte ? Exactement. En raison de l'actualité ou... Ils ne le disent pas, mais ils disent on ne veut pas de film d'Alexandre Arcadi. Ça veut dire la même chose. Et comment vous vivez ça, vous ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Rien. Le film a moins de salles que prévu. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à s'y rendre, parce que forcément, il est très fragilisé. Forcément très fragilisé. Alexandre Arcadi, dans ce film, vous avez parlé de famille, vous avez parlé de photos. Ces photos, c'est une promesse que vous avez faite à votre maman lorsque vous étiez sur ce bateau. Et il y a des phrases très fortes, une phrase très forte notamment, où vous dites « Cette promesse que j'ai faite sur le bateau qui nous a arraché, notre terre a hanté toute ma vie, mais je n'ai jamais retrouvé les photos et ce passé disparu ». Je ne sais pas si vous n'avez pas retrouvé ce passé, puisque vous le faites revivre, en tout cas aujourd'hui. Et dans le film, le mystère reste quand même très entier sur les photos. Il ne faut pas dévoiler la fin, mais c'était une fin plutôt optimiste, une main tendue. Moi, j'ai toujours été de ce côté-là de la barrière, dans le sens de la fraternité. Quand j'ai fait ce film qui s'appelle L'Union Sacrée, il y a 30 ans déjà, comme le temps passe vite, c'était quoi ? C'était l'histoire d'un flic juif et d'un flic arabe qui allait combattre un islam radical qui commençait à poindre son nez. C'est une sonnette d'alarme terrible. Malheureusement, j'ai dû faire ce film sur le pauvre Ilan Halimi. Ça, c'était une déflagration pour nous tous, pour le pays. Aujourd'hui, les choses sont encore plus graves, plus inquiétantes. Je ne sais pas, j'aimerais être optimiste. J'aimerais être optimiste comme l'était ma grand-mère, Lisa, qui dans son mauvais français disait « La bougie, je la vois au bout du tunnel. J'espère que la flamme de cette bougie ne va pas s'éteindre. » Voilà, ça c'est mon souhait. En tout cas, dans vos films, Alexandre Arcadi, dans votre œuvre en général, je pense qu'il y a une volonté de transmission qui transpire l'âme juive. Vous diriez cela ? Oui, parce que ça, je crois que c'est ce qui nous... Je crois que c'est ce qui nous unit dans la communauté, c'est ce fil tendu. Alors je ne suis pas très religieux, hein, bon, je l'avoue. Mon judaïsme a toujours été un judaïsme bon enfant en Algérie. On faisait avec, quoi. Ma mère, mon père faisaient sous l'œil quand même sévère de ma grand-mère ce qu'il fallait faire. Les fêtes, on les a toujours
on a toujours été ensemble. Et j'ai eu une chance inouïe en Algérie, c'est que ma grand-mère habitant chez nous, donc toute la famille se réunissait pour toutes les fêtes à la maison. C'était tout petit, mais je ne sais pas comment rentrer dedans, je ne sais pas comment faire. Ce dont je me souviens, c'est que mon père, parce qu'il n'y avait pas assez de chaises, dégondait un pan des portes-fenêtres, vous savez, à l'italienne, en mettant cette planche entre deux chaises, et ça faisait un grand banc. Voilà, c'est comme ça qu'on essayait de résoudre le problème du surpeuplement dans la maison au moment des fêtes. Donc voilà, un judaïsme bon enfant, avec une volonté, évidemment, de transmettre, parce que c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Vous savez, quand on est réunis autour de la table de Pessah, c'est raconter notre histoire. Hein. On la raconte chaque année avec plaisir, avec rigolade, parce qu'on rigole, parce que tout le monde rigole. Tout à l'heure, Jean Benguigui m'a appelé, et je me souviens d'un seder de Pessah à Miami, au moment où je tournais Le Grand Pardon numéro 2, mais je n'ai jamais autant ri de ma vie. Non pas parce qu'on riait du seder, mais tout simplement parce que mon assistant à Paris avait envoyé par fax à l'époque la Haggadah, puisqu'on ne l'avait pas. Et l'autre assistant aux États-Unis a reçu ces pages de la Haggadah, mais elles sont tombées par terre. Donc il les a ramassés, pas dans l'ordre. Et celui qui faisait la bénédiction ne se retrouvait pas. Et chacun y allait. Mais non, mais avant il y a ça. Mais c'était un moment extraordinaire. C'est le meilleur moment parce que chacun y va de son petit mot. Exactement. Et on partage des moments assez épiques. Et je crois que quand vous êtes en train de nous dire cela, je pense que beaucoup d'auditeurs se disent on se rappelle de cette période. C'est ça, c'est ce fil-là qui nous relie, qui nous tient. Vous savez, hier je suis allée voir le spectacle de Bernard Bitan qui s'intitule « Je n'ai pas dit mes derniers mots » et il parle d'une théorie de l'âme collective qui a priori existe. C'est Aaron Moss qui en parle et donc je recommande à nos auditeurs d'aller chercher cette information. Mais en effet, c'est ce fil tendu entre nous qui fait que quand on pleure pour l'un, tout le monde pleure en même temps et nous sommes le même fil finalement. Vous parliez de transmission il y a un instant, Alexandre Arcadi, et je vous ai lancé là-dessus parce que à la réalisation de ce film avec vous, votre fils Alexandre Aja. Et je vais revenir sur ça. J'imagine que vous êtes fier de signer ce film avec votre fils, qui vous a accompagné quand vous êtes allé la première fois retourner en Algérie, c'était avec lui. C'est une boucle, encore une fois, qui se reboucle. Et comme vous, à Diane Curis, votre fils est lui-même marié à une réalisatrice, Laïla Marakchi, franco-marocaine, notamment à l'origine d'un film que j'affectionne particulièrement, qui s'intitule Maroc, joué par Mathieu Boujna notamment, neveu de Michel. Elle est aussi à l'origine du film rock de Casbah, La Terre, la Casbah, et j'ai la sensation que cette terre est très présente dans votre famille, Alexandre Arcadi. Oui, elle est présente parce que c'est ce Maghreb qui est là, ce mélange. Le fait qu'Alexandre soit venu avec moi sur le tournage de ce film pour la deuxième équipe, ça a été un moment formidable de partage parce que moi je racontais mon enfance, lui il filmait son histoire. Et il me disait, tu te rends compte, je suis en train de filmer ma grand-mère que je n'ai pas connue, mon oncle que je n'ai pas connu, etc. C'était assez inouï cette situation. Il est venu aussi avec moi sur le film d'Ilan Halimi. Il a été réalisateur deuxième équipe parce que là aussi c'était l'histoire d'un enfant perdu dans une famille. Il a voulu être là. En Algérie, j'y suis retourné avec lui, évidemment, c'était le premier. Et puis après, j'ai fait aussi des voyages avec ma fille, Lisa. Qui porte le nom de votre grand-mère. Et puis mon autre fils, Yasha Sacha Sperling, qui est écrivain. Voilà, j'ai fait à chaque fois des voyages pèlerinages comme ça, dans cette terre algérienne. Une dernière observation, Alexandre Arcadi. Je regarde le nom de vos enfants, le vôtre. Il y a souvent un prénom qui a été redonné, des prénoms d'emprunt. Pourquoi ? Dans notre tradition, le premier-né de la famille porte le nom du père ou du grand-père. Voilà, mon père s'appelait Alexandre et tout naturellement, sa maman a voulu, était d'accord avec moi pour
pour qu'il porte ce prénom. Ma fille s'appelle Lisa, c'était le prénom de ma grand-mère, voilà, et elle porte le deuxième prénom de la grand-mère maternelle aussi après. Voilà, c'est dans la tradition quoi que les choses se font, et c'est tout à fait normal, on ne s'est même pas posé de questions. 2 heures de film intense, Alexandre Arcadi, avec ce film Le Petit Blond de la Casbah. J'ai pleuré, je vous l'avoue, comme souvent avec vos films, comme c'est le cas de beaucoup. Cela signe la preuve, en règle générale, qu'ils sont réussis. Vous faites revivre les souvenirs de nos parents, de nos grands-parents, qui nous ont raconté ou qui ont omis de nous raconter, tant la douleur de ce voyage et du premier bout de leur vie leur a coûté, le sacrifice de leur terre tant aimée. Vous nous faites revivre des moments de bonheur, de rire, de larmes aussi, de votre enfance algéroise que l'on s'imaginait pour les nôtres. Alors déjà, je voulais vous dire merci pour ça, merci beaucoup. Et la dernière question que je vais vous poser aujourd'hui, je pense, c'est est-ce que vous allez pouvoir faire un autre film après celui-là ? J'espère sur un autre sujet, mais concernant l'Algérie, c'est vrai que j'en ai fait le tour, un petit peu. Et puis, je me suis souvenu d'une phrase de Boujna, de Michel Boujna, qui est dans le film. On a commencé quasiment en même temps. Et il avait une phrase quand il a commencé ses spectacles en disant « On a un clou et c'est ce clou-là qu'il faut enfoncer. » Moi, je l'ai bien enfoncé. Là, avec Le Petit Blond de la Casbah, je crois que j'ai été au bout du bout. Et j'en suis fier. Je suis ému de voir le public qui réagit de cette sorte. L'autre fois, il y avait un monsieur à Lyon qui m'a dit « Écoutez, monsieur Arcadi, je suis venu avec mes enfants et mes petits-enfants. Ils étaient 10. » Il m'a dit « Je n'arrivais pas à leur raconter comment c'était. Maintenant, ils ont des images. On va pouvoir en parler. » Et il y a une autre dame à Toulouse qui est venue me voir. Alors là, c'était extraordinaire. Elle m'a dit « Écoutez, monsieur Arcadi, j'ai vu votre film, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis régalé. » Voilà. Donc, quand on donne du bonheur aux spectateurs, donc ça compte énormément, c'est ce qu'on souhaite, nous, les cinéastes. Et puis, en plus, il y a ce petit supplément-là, dans ce film, qui raconte quand même, tout à l'heure, je parlais du vivre ensemble. C'était une époque où les choses étaient simples, elles le sont moins aujourd'hui, et c'est une façon de prendre une bouffée comme ça, à la fois de rire et d'émotion. Et j'espère quand même qu'il y aura une suite, parce que vous nous l'avez promis, Alexandre Arcadi, avec la suite de ce livre Le Petit Blond de la Casbah. Et forcément, on voudra le voir en images. Alors on verra si le clou va plus loin. J'en ai parlé avec la responsable des éditions Plomb, Lise Boel, qui est formidable, et on a décidé de le faire. Donc bon, j'espère que sitôt le film sur les rails, on va pouvoir s'y mettre à l'écriture de cette suite. On croise les doigts. Dans cette partie d'émission, Alexandre Arcadi, on découvre toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et bonjour Christophe Barbier. Fallait pas le dire. La pièce qu'a aimé votre invité Cyrielle, fallait pas le dire, c'est d'abord une pièce sur la famille. Salomé Lelouch a écrit pour sa mère, Evelyne Bouix, et pour son beau-père, Pierre Arditi. Elle a écrit sur leur complémentarité, leur complicité, leur taquinerie aussi, sans qu'on parvienne à distinguer ce qui relève de la scène et ce qui retourne de la ville, de l'expérience vécue. Fallait pas le dire, c'est aussi une pièce qui a traversé l'épidémie de Covid. Programmée avant, triomphale après. Or, la Covid a montré combien travailler en famille pouvait être enrichissant et chaleureux, mais parfois aussi agaçant. Dernier élément, la famille, c'est aussi savoir gérer le temps qui passe, les enfants qui grandissent, les parents qui vieillissent ensemble. Fallait pas le dire, c'est aussi une pièce sur la politique. Oh, pas sur les partis, ni les dirigeants politiques, car tout cela est devenu bien flou, mais sur le regard de citoyen que chacun pose sur la société, sur les autres, sur les problèmes collectifs. Être de mauvaise foi, être gaulois réfractaire, être un râleur ou au contraire, être un optimiste, un progressiste, un altruiste. Tout cela fait d'excellents citoyens français, toujours d'accord pour ne jamais être d'accord. Fallait pas le dire, c'est enfin une pièce sur la gauche. Pas étonnant pour un texte écrit sur mesure pour Pierre Arditi. Peut-on être de gauche en étant aisé financièrement, bourgeois dans ses goûts et un tantinet réactionnaire par rapport à l'époque? Arditi avant-gardiste, est-ce un oxymore? Uber, le téléphone portable, les livraisons Amazon, la modernité est-elle vraiment un progrès?
La pièce déborde d'humour et d'empathie, d'humanité, de tendresse et d'ironie. Et puisque Pierre Arditi, en ce moment, est un peu obligé de lever le pied, qu'il doit rester à la maison à ronger son frein et à tourner comme un lion en cage, eh bien je suggère à Salomé Lelouch d'en faire le sujet de sa prochaine pièce. Parce que nous avons besoin de voir Arditi en scène. Et ça, faut le dire. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alexandre. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes et d'œuvres que vous appréciez. Commençons par de la musique, avec un homme que vous avez fait débuter au cinéma, dans Le Coup de Sirocco. Je veux parler de Patrick Bruel. Alors écoutons ensemble un extrait de la chanson « Pas eu le temps ». Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche. Avec Patrick, vous partagez un nombre certain de points communs. Né en Algérie, 1962, départ pour la France métropolitaine, et puis tout minot, c'est la découverte des arts qui va être catapulteur de votre futur destin de vie. Flashback. Nous sommes dans les années 60. Le jeune Patrick est élevé par sa mère, tous deux installés à Argenteuil. À 5 ans, il découvre notamment Brel, qui lui inspirera son pseudonyme Bruel. À 6 ans, il se passionne pour le théâtre après une représentation de L'Idiot de Dostoïevski. Et 10 ans, nouvelle révélation musicale après un concert de Serge Reggiani. Adolescent, il apprend à jouer de la guitare et ses virées en concert vont définitivement titiller son attirance pour la musique. En réalité, c'est le cinéma qui lui fera ses premiers appels du pied professionnels. À 20 ans, vous le sélectionnez pour son premier rôle dans votre film Le Coup de Sirocco auprès de Roger Hanin et Marthe Villalonga. Côté chanson, c'est en 1984 que Patrick Bruel rencontre le succès avec Marre de cette nana-là. C'est surtout au début des années 90 que débutera la Bruel Mania. On se souvient tous de Patrick, veste en jean et bandana, chanter devant un parterre de groupies scandant « Patrick !» Depuis, le chanteur sort régulièrement des albums avec toujours un nombre conséquent de ventes. Et aujourd'hui, je vous propose de s'attarder sur son titre de 2018, « Pas eu le temps ». À cette époque, Patrick approche la soixantaine et il chante Le temps qui passe. Une chanson écrite et composée par Félix Gray qui rappelle à tout le monde les différentes périodes de la vie ainsi que les souvenirs qui vont avec. Une chanson écrite et qui parle du temps passé tellement vite qu'il n'a même pas senti sa vie passer. C'est 20 ans, c'était hier. Il chante aussi le manque de temps en disant que ce dernier ne lui a même pas laissé faire ses adieux à un ami. La chanson exprime également les marques du temps, le manque de temps qu'il faut pour aimer. Et oui, s'il y a bien une chose devant laquelle on est toutes et tous égaux, c'est le temps qui passe. On ne peut pas le contrôler. Mais ce qui est chouette avec le temps qui passe, c'est qu'il nous emmène à chaque fois vers l'inconnu, l'imprévisible, vers de nouvelles expériences de la vie. Et on continue en musique avec Vianney. Oui, Vianney qui vient de sortir son dernier album A2, A3, un concentré de 19 duos et trios formés avec des chanteurs comme par exemple Ed Sheeran, Mika, Zazie, MC Solar, Renaud, Big Flo et Oli. Ou bien encore Ben Mazué avec la chanson L'Antidote que je vous propose d'écouter. Je chante, j'ai pas changé. Au fond, j'en ai fait mon antidote. Alors c'est très marrant parce que j'écoutais l'album ce matin. Et il est magnifique, j'aime beaucoup moi le titre avec Renaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Alexandre Arcadi. Oui, j'aime beaucoup cet artiste et je l'aime d'autant plus que il a pris position, contrairement à beaucoup d'artistes qui ne l'ont pas fait. Après ce 7 octobre, il est tout à fait avec son cœur, il en a parlé même s'il en a subi des conséquences. Chapeau l'artiste parce que vraiment c'est un mec très très bien. Un mec extra, je suis bien d'accord avec vous. Et A2, A3, c'est le nom de son dernier album sorti tout récemment, Annabelle. Tout à fait, un A2, A3, un album de duo et trio qui est né des fruits de bonnes ondes. Je vous explique. Au départ, c'est un projet qui a démarré avec une jeune chanteuse, Janie, qui faisait la première partie de ses concerts. Il aimait ce qu'elle faisait et lui a proposé de faire un duo, sans savoir pourquoi. Après, il a fait un duo Ed Sheeran, et pareil, il ne savait pas trop pourquoi. Et ainsi, il a continué l'exercice avec d'autres artistes qu'il aimait, tout simplement. Et dans l'album A2, A3, Vianney se dévoile. Il parle d'ego, de vague à l'âme, mais aussi de colère. Et c'est le cas pour le titre L'Antidote. L'artiste y évoque une colère en lui qui ne l'a jamais quitté depuis l'âge de 15 ans. Dans un interview sur RTL, le chanteur confiait qu'il avait beaucoup de colère en lui. Et ça ne se voyait pas grâce à la musique, à sa famille, à l'amour des gens, à son amour pour les gens. Pour Vianney, la chanson est son antidote. Il y a toujours un avant et un après avoir écrit et composé. Et je crois qu'on va continuer avec une lecture. On poursuit avec une de vos dernières lectures du moment, Alexandre Arcadi, qui s'intitule « Vivre avec son passé ». Oui, je voulais dire une toute petite chose par rapport à Vianney.
c'est que j'ai eu la chance avec, et c'est Diane Curis qui a fait le film, de coproduire son premier film qui s'appelait Ma mère est folle, et il était formidable dans le film, vraiment. C'est un magnifique acteur aussi. Merci. Alors oui, revenons au livre. Vivre avec son passé de Charles Pépin, célèbre philosophe et auteur de best-sellers en sciences humaines et sociales. Dans son dernier livre, Vivre avec son passé, Charles Pépin nous explique comment faire de notre passé une force d'avenir. Enfance, éducation, souvenirs heureux ou traumatiques, notre passé ne passe pas, il est toujours présent. Et si notre bonheur dépendait de notre capacité à agir sur notre passé? C'est l'idée défendue par le philosophe Charles Pépin qui nous explique comment procéder pour pouvoir aller de l'avant, récapituler son passé mais de manière créatrice pour savoir qui l'on est. Et il nous appartient d'établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire. Pour Pépin, le passé est un océan d'indices de comment on pourrait être heureux aujourd'hui. Ce livre, c'est aussi un guide du bien vieillir. Comme le raconte le philosophe, c'est à l'approche de ses 50 ans, un moment où il s'est dit qu'il ne voulait pas devenir un vieux con, qu'il s'est mis à écrire cet ouvrage. Dans Vivre avec son passé, Charles Pépin nous propose une méthode pour trouver la bonne distance avec notre passé. Un rapport d'enquêteur pour éviter le ressassement, de ruminer et de ne pas vieillir seul. Je rappelle les références pour nos auditrices et auditeurs. Vivre avec son passé de Charles Pépin aux éditions Alary. Et merci beaucoup Annabelle Guiraud pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invitée. Allez, vous restez avec nous sur Radio J, on revient dans un instant, évidemment, vous restez avec nous. On revient avec l'introspection, on revient également avec le coup de cœur du jour Elliot aujourd'hui sur Radio J, suivi du portrait de notre invité. Restez avec nous. Dans un instant, une pause musicale et puis tout de suite, ce sera le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Avec le temps, on revient jamais en arrière. On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui, tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps pour pouvoir vivre une Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Il est 15h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Ethanit Belaïch. Bonjour à tous. 40e jour de guerre en Israël et Tzahal progresse dans l'hôpital de Shifa. L'armée israélienne a précisé que ses forces n'opéraient que dans une certaine partie de l'établissement sur la base d'informations du renseignement. L'armée, disposant de preuves qu'il s'agirait du QG du Hamas, on fait le point sur les opérations sur place avec notre correspondante en Israël, Pascal Zenschein. Des opérations qui consistent évidemment à essayer de trouver les caches
du Hamas dans les sous-sols de l'hôpital. On sait que le Hamas a eu évidemment tout le temps nécessaire pour évacuer et ses effectifs et les otages qu'il a pu détenir dans les sous-sols de l'hôpital. Mais toutes les informations que le détachement israélien peut réunir sur leur présence, sur d'autres localisations, sur des plans opérationnels, tout est évidemment extrêmement utile. Et les forces de Tsahal qui progressent aussi dans d'autres zones de la ville de Gaza ont notamment aussi détruit des symboles du pouvoir politique du Hamas et notamment le bâtiment du Parlement qui avait été investi hier par la brigade Golani. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Le Qatar négocierait un accord entre Israël et le Hamas pour libérer 50 otages. Cela contre un cessez-le-feu de 3 jours. C'est ce qu'a déclaré à Reuters un responsable informé des négociations. L'accord qui a été coordonné avec les États-Unis verrait également Israël libérer certaines femmes et enfants palestiniens des prisons israéliennes et augmenter l'aide humanitaire autorisée à entrer à Gaza, a déclaré la même source. À peine 4% des juifs israéliens estiment que Binyamin Netanyahou est une source fiable d'informations sur la guerre. C'est 4 juifs israéliens sur 100. Un chiffre dévoilé dans un sondage de l'université de Bar-Ilan qui a examiné la consommation de l'information au cours des 4 premières semaines de la guerre. À l'opposé, près de 3 Israéliens sur 4 pensent que le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, constitue la source d'information la plus fiable sur le conflit. Les demandes d'armes à feu en Israël ont explosé en 5 semaines. 236 000 demandes de permis de port d'armes ont été soumises au ministère de la Sécurité nationale depuis le 7 octobre. L'équivalent de 20 ans de demandes déposées auprès de l'institution. Néanmoins, seuls 18 000 civils israéliens ont achevé l'intégralité du processus, et acheté une arme à feu. D'après un communiqué publié par le ministère, près de 2000 permis sont tout de même délivrés chaque jour aux Israéliens dans le contexte de la guerre contre le Hamas. C'est 20 fois plus que l'année dernière. Hier, les images du massacre du 7 octobre diffusées à l'Assemblée nationale ont laissé de nombreux députés sous le choc. Des élus qui ont décrit l'horreur après la diffusion d'un film compilé par les autorités israéliennes montrant les massacres commis par le Hamas il y a 5 semaines. Le député Renaissance Mathieu Lefebvre était à l'initiative de cette projection proposée aux membres du groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale. Je crois que ceux qui ont vu cette vidéo ne pourront plus, pendant un long moment, dormir en paix, a-t-il confié, décrivant les faits relatés de cette vidéo. Un document qui a également choqué le président des Républicains, Éric Ciotti. J'ai en permanence le souvenir de ces 2 enfants qui fuient dans une cour intérieure avec leur père, qui sont rattrapés par les terroristes du Hamas. Leur père est mort, ils sont traînés dans leur salle à manger, et là, un d'entre eux réclame comme peut-être une délivrance d'être tué, et pleure son père. Il y a d'autres images de multitudes de cadavres d'enfants, de bébés carbonisés, de décapitation. C'est terrifiant. J'avoue, j'ai détourné le regard un moment. C'était insupportable. Éric Ciotti, député et président des Républicains, ce matin au micro de Sud Radio. Enfin, plusieurs syndicats appellent à manifester samedi pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, notamment la CGT, la FSU ou Solidaire, dans un communiqué commun. Parmi les mots d'ordre pour ces rassemblements figurent la levée du blocus, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, la protection du peuple palestinien à Gaza ou encore la libération des otages et des prisonniers. Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont déjà eu lieu en France, notamment les 4 et 11 novembre derniers. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. Tout de suite une courte pause et on retrouve nos invités, notre invité coup de cœur et puis mon invité aujourd'hui Alexandre Arcadi sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux.
Le 24 octobre 2023, lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « L'attaque terroriste du Hamas ne vient pas de rien, mais de 56 ans d'occupation israélienne étouffante. » Cette déclaration revient à légitimer des crimes contre l'humanité du Hamas. Antonio Guterres ne peut pas rester à la tête de l'ONU et continuer à représenter l'ensemble des nations du monde. De nombreuses personnalités ont déjà signé la pétition pour la démission du secrétaire général de l'ONU. Pour soutenir et signer cette pétition, allez sur le site de Radio J, radioj.fr. radioj.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en direct avec mon invité Alexandre Arcadi, venu nous voir pour ce film en salle, Le Petit Blond de la Casbah en salle aujourd'hui. Merci d'être avec nous Alexandre Arcadi, et tout de suite on va passer à une séquence qu'on aime beaucoup dans cette émission qui s'intitule l'introspection. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître, et si je peux vous demander de mettre le casque exceptionnellement, ce serait merveilleux. Ce que je fais. Alexandre Arcadi, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? C'est difficile de dire quitter ce pays ou aborder une autre vie. Je sais pas, je changerai pas grand-chose, quoi. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? De croire à la vie, de croire à ses ambitions, de croire à ses rêves, d'y croire parce que quand on croit aux choses, quand on croit à ce que l'on fait, on arrive à convaincre parce qu'on ne peut rien faire seul, et il faut convaincre, et pour convaincre, il faut croire. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Je pense que c'est entre mes 15 et 20 ans, quand j'étais à la Chomera Tzaïr. Je pense que c'est le plus beau moment de ma vie. Pourquoi ? Parce que c'était le moment de l'éveil, quoi. Je veux dire qu'à une époque où tout était sombre, on muselait la jeunesse. Et dans ce mouvement de jeunesse, nous, on attisait l'incendie. On brûlait les choses pour qu'on s'interroge, pour qu'on regarde la vie différemment, qu'on ose affronter les choses de la vie, qu'on s'impose, qu'on s'engage et qu'on découvre. Voilà, c'est tout ça. Ça a été d'un moment à la fois joyeux, un moment de partage formidable avec tous les amis du mouvement. Et puis c'est les 20 ans, quoi. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie ? Et si oui, potentiellement, comment vous l'avez résolue ? C'était une erreur professionnelle, voilà. Et j'ai toujours regretté. On m'avait proposé de faire un film, la productrice Albina de Boisrouvray m'avait proposé de faire un film adapté du roman de Louis Gardel, Force à Gane. Et j'aimais beaucoup ce livre et j'avais très envie de tourner cette saga. Et puis pour des raisons qui m'ont échappé, ça ne s'est pas fait, mais c'était tellement pour rien que ça ne s'est pas fait, que je regrette de ne pas avoir été à la manœuvre pour diriger ce film. Alexandre Arcadi, qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Et une petite parenthèse, peut-être, par peur d'être jugé. Ce que j'aurais toujours voulu faire, c'est jouer de la guitare. D'abord, parce que ceux qui avaient les guitares draguaient les filles beaucoup plus facilement. C'est vrai. Et je rêvais, j'avais un rêve comme ça, je disais, je suis incapable de jouer d'un instrument de musique, et je m'endormais en me disant, peut-être que demain, en me réveillant, je vais savoir jouer. et ça s'est jamais produit. Quelle est la chose que vous avez faite cette année, Alexandre Arcadi, et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? C'était la Brit Mila de mon petit-fils. J'étais à la fois grand-père et parrain. J'ai accompagné également mes 2 petites filles, Anna et Misha. Mais avoir Samuel sur mes genoux m'a rappelé tellement de souvenirs, d'abord cinématographiques. J'ai revu Roger Hanin
dans Le Grand Pardon, enfin des choses que j'ai revu mes frères nés après moi dans ce 7 rue du Lézard, mon petit frère Attila, mon frère Tony qui était chef décorateur du film et qui a fait un décor magnifique. Voilà, ça a été le moment le plus important, je pense, de cette année. Si je vous parle d'amour, cela résonne en vous comme quelque chose de souffrant ou de vivant, Alexandra Arcadi? Non, de vivant, hein, parce que l'amour, ça fait vivre. Hein. L'amour, ça vous galvanise, ça vous porte, ça vous électrise. Non, très vivant. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? Oh, être plus grand. Mais c'est bizarre parce que à 20 ans, j'étais pas petit. 1m72, c'était pas petit, c'était bien. Mais ils ont grandi si vite les autres derrière que c'est hallucinant. On est devenu d'une génération, on est passé de normal à petit. Voilà, c'est quelques centimètres de plus, mais enfin, c'est pas grave. On s'en remet très bien. Si vous étiez président de la République, votre première mesure, ce serait quoi? Pouf. D'abord, je serai jamais président de la République parce que d'abord, j'en ai côtoyé quelques-uns et vraiment, il faut une ténacité, un courage, un don de soi. C'est inimaginable ce qu'ils peuvent faire dans une journée. C'est incroyable. J'ai une admiration sans borne. Alors, qu'est-ce que je ferais comme première action? J'essaierai de faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités parce que la souffrance des autres, ceux qui sont en manque, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui sont dans la précarité, ça me bouleverse. Donc voilà, si j'ai la possibilité de le faire, mais s'il le fait pas, c'est que c'est très difficile. Pour terminer, Alexandra Arcadi, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? C'était un gars sympa, qui s'engageait. Et qui avait un peu de talent pour faire des films et qui savait raconter des histoires. Merci Alexandra Arcadi. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Nos chemins parcourent le monde. Nos destins sont liés maintenant. Bonjour Elliot. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité coup de cœur aujourd'hui. Alors, nos auditeurs entendent cette chanson, elle résonne sans doute pour certains, puisque vous êtes la voix de Chat Noir dans le dessin animé qui était au cinéma cet été, Miraculous. Nous sommes en train d'entendre cette chanson. Vous chantez depuis tout petit. Vous êtes jeune, mais depuis tout petit. Racontez-nous ce parcours artistique. Alors mon parcours artistique, il a commencé très jeune puisque j'ai commencé vraiment à chanter. Je me souviens même plus tellement, c'était il y a très longtemps. Ensuite, je suis rentré dans une école de chant à mes 7 ans jusqu'à mes 14 ans. Le matin, j'allais en cours et l'après-midi, je faisais de la musique. Ensuite, en gros, j'ai fait The Voice, puis... Dans The Voice, vous avez fait une reprise de Kavinsky, il me semble. C'est ça, Night Call. Night Call, on va écouter un petit bout. Merci. Night call to tell you how I feel. I want you, try you through the night, tell me tears. Alors il y a cette chanson, il y a The Voice. Comment ça se passe pour vous à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe ensuite surtout? Alors j'avais 16 ans quand j'ai fait The Voice, donc c'était quand même très jeune. Mais c'est vrai qu'à quelle période? En 2014? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on est un peu insouciant, donc c'est vrai que le stress, pour moi, je l'ai pas vraiment trop ressenti. Mais ça s'est très bien passé. Ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est une belle vitrine, The Voice, et ça m'a beaucoup fait grandir et ça m'a beaucoup appris sur le métier, quoi. Vous êtes resté, je crois, 3 mois dans l'émission, oui, dans l'équipe de Jennifer, et ensuite vous avez été contacté pour un projet digital. Et ça, oui, j'ai trouvé ça assez rigolo d'entendre ça. Cover Garden, une chaîne YouTube de reprises musicales avec plusieurs talents d'émissions et de télécrochet. Et puis ensuite, vous avez
connu le succès, vous avez lancé donc une chaîne YouTube et en parallèle vous avez donc développé donc la vôtre en créant du contenu et puis ensuite il y a eu un EP. Oui. Qui s'intitule Transcender. Transcender et on a la chanson aussi qu'on va écouter tout de suite sur Radio J. La nuit, sans souci, une envie de folie, braver l'interdit, oublier tous nos ennuis. Et par la suite, racontez-nous, Elliot. Alors par la suite, j'ai commencé à faire du doublage, chanter. Mon premier doublage, ça a été pour Hôtel Transylvanie 3. C'était le dessin animé. Et après, j'ai fait plusieurs doublages pour Netflix, aussi pour des génériques. Par exemple, j'ai fait le fils de Simba sur Disney XD. Et j'ai fait pas mal d'autres génériques aussi en doublage. Et par la suite, en 2022, j'ai fait partie des 12 finalistes pour représenter la France à l'Eurovision. Et on a la chanson aussi, on va la diffuser. La tempête. Ouais. La tempête. Dans ma vie, j'ai subi. Aujourd'hui, je menace. Les loups sont prêts à sévir, croyant qu'un ange leur fait face. Sous un ciel. Et donc on entend cette chanson que j'aime particulièrement, je tenais à vous le Merci. dire, cette émission donc vous permet de participer à l'Eurovision, enfin à la présélection du concours de l'Eurovision. Et donc par la suite il y a eu en effet le fait que vous soyez la voix de Chat Noir dans Miraculous, le film que l'on vient d'entendre, et puis cela vous a donné envie de vraiment vous lancer vous à part entière avec un nouveau single. Racontez-nous comment ça s'est passé cette transition-là. Alors, cette chanson, On en reste là, donc qui est mon prochain single, elle est née d'une relation toxique à laquelle j'ai mis fin. Et cette chanson parle vraiment de renaissance, d'une prise de conscience. C'est vraiment un électrochoc. Et c'est vraiment que, enfin, après Miraculous, j'ai voulu marquer le coup et sortir un nouveau single. J'ai quelqu'un qui vient d'envoyer un message qui dit: toujours une voix envoûtante, je suis maman et j'ai aimé que mes enfants vous connaissent avec ce duo avec Lou sur Miraculous. C'est très très aimé Miraculous, il faut le dire. On va découvrir votre single On en reste là, vous allez l'interpréter en direct et j'ai envie de dire que on est sur une exclusivité parce que le titre sort seulement le 17. Oui. Donc on fait tourner le PBO et puis on vous découvre en direct, Elliot, sur Radio J. De mes sentiments, tu te jouais. Dans mes draps, tu t'envolais. Ça se passait comme ça, moi ça m'allait. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Dans tous les pièges que tu tendais. Chaque fois, moi je tombais. Pourtant au fond de moi, je le savais. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Adieu le temps que tu m'as volé. J'ai plus rien à te dire, plus rien à te donner. Viens, on en reste là. On en reste là. Toi et moi, on en reste là. On en reste là. Toi et moi, je croyais que j'y arriverais pas, mais j'ai oublié ton parfum. Je retiens plus les mots, pardon d'avoir spoilé la fin. On en reste là. On en reste là. Que c'est moi le problème, oh, que je t'en ai fait baber. Te fatigue pas, tout le monde sait. Wow, t'es mal, t'es mal. Adieu les failles que tu m'as laissées. J'ai plus rien à te dire, plus rien à te donner. Viens, on en reste là. On en reste là. Toi et moi, on en reste là, on en reste là. Toi et moi, je croyais que j'y arriverais pas, mais j'ai oublié ton parfum. Je retiens plus les mots, pardon d'avoir spoilé la fin. On en reste là, on en reste
reste là. J'ai réparé mon cœur, loin de toi, ça m'a rendu plus fort. Oh, j'ai réparé mon cœur, tout ça je l'ai fait pour moi. Toi et moi, on en reste là. J'ai réparé mon cœur, loin de toi, ça m'a rendu plus fort. Oh, j'ai réparé mon cœur, loin de toi, tout ça je l'ai fait pour moi. Elliot avec On en reste là sur l'antenne de Radio J. Vraiment bravo, c'est Merci en beaucoup. place, c'est carré, c'est cadré, c'est rond, c'est clair. Merci à beaucoup. vous. Elliot, c'est un très beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Près de 100 000 followers sur Instagram et sur TikTok. On peut vous retrouver sur Elliot avec 2 L et 2 T _ officiel également sur donc Instagram et TikTok, et sur YouTube Elliot avec officiel, plus de 150 000 abonnés. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un label avec vous? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes aidé? Je suis indépendant. Indépendant. Donc s'il y a une petite oreille qui nous écoute éventuellement pour le coup de pouce, ce sera avec grand plaisir. Mais j'imagine que en tout cas tout est là, et le prochain EP, j'imagine qu'il est en cours. En tout cas, un premier single suivi sans doute d'un prochain dans un trimestre. En règle générale, on essaye d'espacer de 2-3 mois. Écoutez, bravo, merci beaucoup Elliot. C'était un plaisir de vous découvrir. À nos auditeurs, vous pouvez retrouver donc Elliot officiel sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio G. C'était un bonheur de vous découvrir. Tout de suite, c'est le portrait. Merci. Pardon d'avoir collé la fin, on en reste là. On en reste là. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Alexandra Arcadi, et puis vous devez vous poser une question. Qui est cette jeune femme qui est à côté de moi mais que je n'ai pas encore entendue pour l'instant? Eh bien, il s'agit de Sandy Boulanger, qui a pris des notes consciencieusement pendant plus d'une heure, 1h23 maintenant, qui nous a entendus et qui vous a surtout vous entendu. Et aujourd'hui, c'est donc votre portrait par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle. Curieux. Bonjour Alexandra Arcadi. Moi aussi, j'étais très curieuse de vous. J'ai eu plaisir à vous rencontrer comme si c'était la première fois. Pour qui vous êtes et ce que vous avez partagé dans cette émission, et non pas par rapport à tout ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Alors, comme à chaque fois, c'est très présent chez Cyrielle, c'est que le coup de cœur est souvent très en lien avec l'invité. Et Elliot, vous avez cette voix cristalline, délicieuse, magnifique. Et je me dis que ce que j'ai entendu de vous, Alexandre, aujourd'hui, c'est beaucoup ça aussi. Ce côté cristallin, pur, magnifique que vous êtes. On a commencé par 3 mots qui pouvaient vous décrire aujourd'hui. Sympathique, courageux et audacieux. On vous a bien retrouvé dans cette émission avec ces 3 mots, vraiment. Vous nous avez dit, puisque le début c'est toujours la base propre et chère à Cyrielle, qu'à 10 ans, vous avez une prise de conscience du temps qui passe, du jour qui se termine, avez-vous dit. Des aiguilles qui chassent le présent dans le passé, mais pour imaginer le futur, très certainement. Alors, quand on regarde si jeune la possible fin, quel genre de sensibilité peut-on avoir? Vous avez parlé d'une famille heureuse, unie, riche de solidarité et du vivre ensemble, qui est pour vous finalement la plus belle des richesses. Alors bien sûr, il y a ces films qui pour vous font des vies fabriquées, parce que parfois vous avez dit c'est beaucoup plus beau que la vraie vie, ces vies fabriquées. Alors c'est peut-être aussi un besoin que vous avez de voir et de vivre le monde à travers un filtre, une boîte, un objectif, une loupe non pas déformante mais transformante, presque transcendante. Alors, un peu comme une pépite, comme c'est un peu le propre des personnes très sensibles. À 13 ans, vous dites « tout est possible », ça bouillonne et votre voisine, cartomancière, ne pouvait même pas assouvir l'étendue de vos questions. Et en même temps, vous saviez que quelque chose allait se passer. On en revient sur l'être sensible que vous êtes, qui capte beaucoup de choses, dissibles, indicibles, visibles et invisibles aussi, j'imagine.
Alors vous colorez aujourd'hui l'homme que vous êtes par cet enfant qui a eu cette sensibilité, cette curiosité et cette avidité. On entend ce côté très sympathique chez vous, ce courage de pouvoir dire, produire, faire, montrer, et puis dans cette audace qui est un peu aussi votre grain de folie alors que vous semblez être quelqu'un d'assez stable, calme et rangé, seulement en apparence. Vous dites que montrer des anecdotes du passé, ce passé chassé par les aiguilles de l'horloge et puis parfois souvent par les événements de l'histoire qui ont été marquants, c'est peut-être aussi, j'imagine, tout aussi douloureusement que positivement de pouvoir faire ça. Alors là aussi, je retrouve l'homme sensible que vous êtes, courageux parce qu'il en faut pour pouvoir montrer ce que seuls les rêveurs ont accès qu'à avoir cruellement les pieds sur terre, un cœur peut-être trop vaste pour y loger toute l'humanité, mais qui ouvre la voie. Par la voix, les yeux, les oreilles et plus encore pour danser la vie. Ouais, sympathique, vous l'êtes, assurément. Vous permettez de voir à travers vos talents à tous et pour toujours ce qui a pu être effacé par l'histoire, les mémoires, les politiques. Allez voir votre film, sorti dans une actualité quand même très difficile. C'est un acte d'engagement, mais c'est aussi un acte tout aussi artistique. Vous aimeriez être optimiste, comme votre grand-mère qui voyait, sans voir, la lumière au bout du tunnel. Peut-être est-ce que c'est ça votre bougie à vous dans la vie, de donner l'espace d'émotion, de l'espace de réflexion et surtout toujours créer le vivre ensemble. Alors Alexandre, ne changez rien, avez-vous dit à votre vie, mais oui, s'il vous plaît, ne changez rien, continuez à évoluer sans jamais changer. Continuez à attiser nos incendies pour partager ensemble, vibrer ensemble, vivre ensemble, parce que vous êtes un gars sympa, engagé, qui sait raconter des histoires. Merci. Merci, c'est très joli ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci à vous, Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolies... Alexandre Arcadis, c'est la fin de cette émission avec vous. Vous êtes venu nous voir pour votre dernier film, Le Petit Blond de la Casbah, en salle aujourd'hui. J'ai un certain Ilias Robin qui me dit « Merci Alexandre pour vos films qui me bouleversent, je vous admire tant. Shalom ». J'en profite pour dire à nos auditeurs qu'il faut venir voir votre film en salle. Un tout petit mot de la fin qui vous revient. Écoutez, j'ai envie de dire, compte tenu de la situation, effectivement, il est bon de sortir un peu de chez soi, devant les infos pour aller pendant 2 heures faire ce voyage. J'invite les auditeurs à y aller assez vite parce que, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, il y a de l'exclusion dans l'air et pour que le film perdure, il faut qu'il y ait des spectateurs dans les salles. Donc là où il y a des salles, allez-y, il n'y en a pas partout et c'est dommage. Merci Alexandre Arcadi, on pense à vous évidemment. Et puis Wesley Felous a un cadeau pour vous. Il est venu vous remettre une peinture à votre image et donc on vous laisse repartir avec un cadeau pour ne jamais nous oublier parce que nous on vous oublie pas. Merci à l'artiste Elliot d'avoir été mon coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne et humoriste Diane Segar sur l'antenne de Radio J. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolies